Donc, bonjour à tous, je vais me présenter, je suis Gaël Serre, je suis architecte d'entreprise au sein de GRT Gaz. Vous allez vous dire pourquoi un architecte d'entreprise ici, hein, ça fait bizarre, surtout pour venir parler de LPM. On va voir un peu dans les slides, hein, j'ai travaillé sur un gros projet de refonte chez nous, sur lequel on a travaillé avec CEF 4.0. Et là, je vais vous présenter le nouveau sujet ici H2CO2 avec Hervé. Bonjour à tous. On m'entend bien? Oui. Bonjour à tous, donc Hervé Moncoto, donc moi je suis coach SPC, donc j'accompagne du coup GRT Gaz et Gaël donc, sur la mise en pratique d'un déploiement donc, du LPM, hein, du Lean Portfolio Management, au sein donc, de la, on va dire, division ou direction, on va dire, hydrogène H2CO2. Donc on va déjà parler un peu de contexte au départ. Je ne sais pas si tout le monde connaît GRT Gaz. Rapidement, GRT Gaz, c'est uniquement le transport de gaz, donc comme les autoroutes. C'est les gros tuyaux que l'on voit et surtout, on sait faire que du gaz naturel. Donc on voit tous arriver à la transition énergétique. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que personne n'a raté. Et donc on commence à regarder tout ce qui va être nouveau gaz. Donc derrière, on entend l'hydrogène et surtout aussi le CO2. Donc, l'idée derrière, c'est une grosse transformation au niveau de l'entreprise, hein, pas rien que côté ici. C'est surtout une transformation au niveau de nos métiers. Et donc, l'idée nous est venue d'aller accompagner la transformation aussi côté métier. Et donc, on voit que derrière ces nouveaux gaz, il y a une opportunité importante qu'on n'a jamais eue. Odile en parlait juste avant, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est de pouvoir repartir d'une feuille blanche et de se reposer les bonnes questions. On a beaucoup hérité des existants, de ce qu'on avait avant. Et donc, de faire ce nouveau système pour accueillir ces nouveaux gaz, on va aller chercher de nouvelles manières de faire, tant métier que côté SI. Donc, point très important. Les besoins qu'on est allé chercher au niveau du LPM, on en a plusieurs. Il y a le premier point, c'est la vision stratégique. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose de nouveau pour GRT Gaz. Et il faut qu'on trouve notre place au sein de ce nouveau marché et de savoir comment l'entreprise en elle-même va atterrir sur l'H2. Un deuxième point important, c'est aussi d'identifier et prioriser nos initiatives. Donc, initiatives, EPIC, on va avoir pas mal de vocabulaire autour de ce terme-là. Mais la LPM est bien là pour nous aider. On voit que le sujet va être vaste, touche toute l'entreprise, pas rien qu'une partie des métiers. On va de l'industriel jusqu'à l'offre et la maintenance. Donc, si on démarre de zéro, ça fera un énorme chantier. L'autre point aussi derrière, c'est du fait de toucher à toutes les chaînes de valeur chez nous, les différentes directions métiers, c'est justement de mettre en place une organisation transverse entre tous ces métiers, une coordination. On va le voir un peu plus tard. Je présente rapidement, surtout avec une notion d'équipe cœur qui regroupera en son sein des métiers de toutes les directions et qui va permettre de faire ce lien-là avec toutes les personnes qui travailleront sur le sujet. Autre point, c'est le point important du LPM, c'est la valeur. Donc l'idée, c'est surtout, on va avoir beaucoup d'éléments à retravailler. Et il va falloir faire des choix importants pour être à l'heure avec les nouveaux gaz. On parle de 2028 pour les premiers hubs hydrogène au sein de GRT, donc une transformation qui va être assez rapide de ce côté-là. Donc il va falloir faire des choix, être pragmatique et surtout, ça va être un mot qu'on va peut-être pas voir, ça va être frugal. Pourquoi j'en parle, ça veut dire qu'il va falloir que toute l'entreprise se mette dans l'idée, je dois faire le transport d'H2, mais je ne dois pas faire de fioritures et pas développer des choses qui ne sont pas intéressantes pour moi. Et dernier point qui est très important quand on démarre l'agile, c'est le mindset. On se rend compte que souvent, surtout là, dans ce projet-là, on va toucher les exploitants.
Donc, ils sont assez carrés, je fais une étape par étape par étape, et surtout, ils veulent essayer de comprendre chaque étape qu'on va avoir au niveau de la mise en place du LPM. Et donc, ça peut des fois frotter un peu côté métier, hein, et surtout leur faire comprendre jusqu'où on veut aller. Et ça, c'est un point important. Donc, la formation, quelque chose de nécessaire. Pourquoi on est arrivé là aussi, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est important. C'est GRTgaz, on avait commencé une transformation déjà avec un projet un peu phare en 2017 qui a permis de la refonte du SI de l'offre. Donc ça a représenté, on est parti avec CEF 4.0 à l'époque. Donc ça nous a permis d'expérimenter la méthodologie agile et justement l'agilité à l'échelle, hein, puisqu'on on avait derrière deux trains safe et 110 équipes de ce côté-là. C'est un programme qui va se terminer l'an prochain. Et donc, fort de cette expérimentation-là, on a lancé tout un programme derrière qui s'appelle Boost IT et qui est plus à l'échelle que juste une chaîne de valeur de l'offre. Donc, ce qui nous a permis d'avoir maintenant 60 équipes, 5 trains. Puis on verra encore ce que rajoutera l'H2CO2 sur cette partie-là. Donc, on va voir comment on a construit cette vision LPM et comment elle va se construire sur le programme H2CO2. On va voir ça en 6 étapes. Donc, la première étape, c'est surtout, j'en ai un peu parlé dans le slide d'avant, ça a été de faire l'état des lieux d'où on était. Donc, c'est assez simple avec l'H2CO2, c'est quelque chose qui arrivait. Donc, nouveau pour tout le monde au sein de la société. Et surtout, il fallait aller chercher une nouvelle organisation chez nous. Donc, très siloté, et on voit que c'est un sujet qui est très transverse. Donc là où on s'était, tous les métiers étaient propres à une seule activité, il a fallu aller chercher nos sponsors, aller les interviewer pour voir ce qu'ils imaginaient autour de l'H2CO2. Et donc faire le choix de partir sur la LPM. Parce que c'est quelque chose qui va les rassurer, surtout une vision globale du sujet, avec la partie budgétaire qui est importante pour eux, et donc de voir ce portefeuille de manière très globale pour l'entreprise. Et juste pour compléter aussi, c'est que l'idée c'était de proposer aussi derrière un cadre LPM, on va dire contextualisé aux besoins du client. Parce qu'en effet, on sait qu'on ne peut pas faire un copier-coller tel quel, entre guillemets, du Save by the Book. Donc, du coup, c'était important d'avoir au moins cette prise de contexte, état des lieux, interview des managers, principalement. Savoir, du coup, quel cadre LPM, on va dire, du coup, GRTgaz, qu'on allait proposer avant donc, le kick-off, le Go LPM. Justement, en parlant du cadre, hop. Donc, cette première partie nous a permis de former l'équipe cœur, d'aller chercher justement ces 9 personnes qui la composent. Derrière, on va retrouver des sachants côté métier. Donc, ça fluctue entre 5, on va peut-être monter à 6 experts métiers de chaque domaine. On va retrouver de l'offre, donc du côté industriel, de la maintenance, des techniques spéciales. Donc ça, c'est tout ce qui va être comment j'exploite mon gaz et comment j'interviens en condition sur mes canalisations. Mais le point important, c'est de créer cette équipe cœur, où avant, on pouvait l'appeler aussi équipe vision. On a les deux jargons qui peuvent être utilisés. Donc, à quoi sert cette équipe cœur? Ça va être l'équipe centrale pour porter toute la transformation autour du LPM au sein de ce programme H2CO2. Mais aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui va faciliter tout ce qui va être le déroulé de la méthodologie LPM. Donc derrière, c'est elle qui va mettre en place le cadre, qui va travailler justement sur les grandes orientations, les grandes initiatives. On verra après, c'est avant d'aller chercher les épiconneurs et donc de commencer à faire le scope complet du sujet.
Autre point aussi assez important, hein, c'est que cette équipe-là va préparer le backlog d'Epic qui va être derrière. Donc, on va déjà commencer ce travail-là qui va être d'aller définir les grands chantiers de demain pour GRT Gaz. Et on va voir après, l'idée, c'est que ces chantiers-là, hein, on aille chercher les Epic Owners. Donc, les Epic Owners, hein, ça va être un rôle central au sein de la réalisation. Hein. C'est lui qui va prendre chaque initiative, la développer. Donc évidemment, hein, c'est pas une personne qui va tout faire, et elle va s'appuyer sur pas mal de compétences au sein de la société. Hein. Par exemple, les UX, hein, chose très très importante dans un cadre agile, hein, toute la partie UX, surtout ce qui va être la définition des personas et les user journées, pour ceux qui connaissent. C'est ce qui va permettre justement de connaître tout le parcours utilisateur et comment je travaille dans mon quotidien. Il va aussi, donc, c'est lui qui va être garant de cette épique-là et qui va venir la présenter au niveau des équipes cœur et au niveau des sponsors. Donc, on verra après l'utilité des sponsors, hein, qui est assez importante, et Safe permet de les remettre au centre et sur les décisions qu'ils doivent prendre. Autre rôle de l'EPIC, hein, c'est faire avancer son EPIC, la constituer, la clarifier. Ça va être aussi de la suivre au moment de la réalisation. C'est pas j'ai créé mon EPIC et je m'en vais, c'est je vais la suivre jusqu'au bout. Hein, et donc, lors de la mise en place des PI et autres, hein, il sera toujours présent pour présenter son EPIC, les évolutions, quelle étape on va avoir, et surtout ce qui était présenté avant, si les buts qu'on attend pour chaque PI. Et donc, le dernier groupe important, hein, c'est ceux qui vont mettre l'argent sur la table et sur lesquels on doit donner pas mal de visibilité. Hein. L'Agile permet surtout sur ce point-là, hein, d'être essentiel. Donc, éviter de faire du blabla pur et dur, et donc de plutôt venir avec les épiques et le budget associé et de donner la trajectoire qui est derrière. Donc, eux, ils vont être surtout là, hein, pour régler ce problème financier, et surtout aussi, hein, pour régler aussi les problèmes d'organisation. Parce que souvent, on a cette problématique-là, hein, c'est la charge. Les Epic Owners, c'est quelque chose de pas simple à aller chercher dans les entreprises, parce qu'il faut que ce soit des sachants. Nous, le work in progress. Hein. Et donc, souvent, hein, on peut avoir un demi-ETP ou voire même moins, et ça peut être quelque chose de problématique pour la définition des Epic. J'appuie là-dessus, hein, l'Epic Owner, doit être un membre quasiment à part entière de l'équipe cœur à terme. Hein. Il faut bien le voir de cette manière-là. Il y a une forte proximité entre ces deux équipes. Et surtout, hein, il est là tout le long du programme. Tant que son épique est en cours de réalisation, bien entendu. Donc, on voit aussi un petit retour d'expérience par rapport à mon premier programme. Hein. Ce qu'on dit souvent, c'est un Epic Owner, une épique. C'est un peu compliqué à faire. Et puis, c'est pas forcément nécessaire sur tous les chantiers. Donc, on peut attribuer plusieurs épiques à un Epic Owner. Donc, ça, c'est un peu plus important pour avoir une vision, des fois, un peu plus globale du programme. Et je pense que j'ai tout dit sur celui-là. Juste, est-ce qu'il y a des questions au fur et à mesure? N'hésitez pas. Hein, si, Et donc, un point aussi important, donc, comment orchestrer toute cette partie-là? Les rituels. Donc, moi, je suis très attelé à ça. Hein. Peut-être mon côté architecte aussi de ce côté-là. C'est de dire que chaque rituel doit être précis et doit travailler sur une thématique unique. Il ne faut surtout pas mélanger ce qui va être le weekly avec le sprint planning, ce genre de choses. Parce que, ça va manquer de clarté. Et deux, quand on va avancer dans le programme, on peut avoir des soucis pour retailler la réunion. Parce que le point important, hein, c'est on a ces meetings-là. Peut-être au départ, on va se dire ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Mais plus on va monter en maturité, plus on va retravailler justement ces points de rencontre qui vont devenir beaucoup plus efficaces et sur lesquels on va pouvoir diminuer les temps. Voire même supprimer, parce qu'on n'en a plus besoin à un moment donné. Hein. Peut-être que le raffinage, par exemple, si je prends le raffinage d'Epic, hein, c'est une activité qu'on va mettre en place qui va être toutes les semaines, qui risque de durer entre 1 heure et demie et 2 heures, donc quelque chose d'assez lourd pour les Epic Owners, qui va nous permettre de travailler
ce qu'on appelle l'epic brief, hein, c'est de dire à quoi sert l'epic, elle est pour qui, c'est quoi le périmètre, qu'est-ce que je ne mets pas dedans. Et donc, cette activité-là, hein, on va surtout la faire au démarrage du programme. Une fois que l'EPIC va être lancé en réalisation, on n'aura plus forcément besoin d'avoir ce raffinage d'EPIC. On sera peut-être sur une réunion qui est un peu différente à terme et beaucoup plus réduite dans le temps. On a mis en place aussi les weekly. Donc ça, c'est hyper important pour nous parce qu'on a une complexité qui est de se réunir au niveau de l'équipe cœur. Vu le nombre d'experts métiers qui travaillent avec nous, il y a des agendas différents, des gens qui commencent à 7h du matin et qui terminent à 16h, d'autres qui commencent un peu plus tard. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Donc on a mis en place les weekly justement hein, pour se rencontrer tous, discuter sur ce qu'on est en train de faire et aussi voir les évolutions. Hein. Pour l'instant, on est très attelé côté métier. C'est un point aussi assez important aujourd'hui. Hein. On n'est pas du tout côté ici, on est vraiment purement sur du métier. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre les évolutions qu'on a sur l'H2 et savoir ce qui va se passer. Et là, dernièrement, donc c'est aussi un peu un work in progress avec la rétro. Hein, on va mettre en place le sprint planning. Donc l'idée, c'est ici, ça va être de travailler sur des rythmes mensuels. On verra pourquoi après, juste dans 2 minutes. Et l'idée derrière, hein, c'est du classique de ce qu'on connaît pour les autres équipes, hein, c'est de faire ces objectifs et de dire à nos pilotes hein, sur quoi on va travailler et ce qu'on va faire sur le mois en cours. Donc pourquoi ce rythme mensuel hein, c'est justement une réponse à nos comités de pilotage, donc au COPIL, hein, dans lequel on va retrouver les différents pilotes métiers de nos organisations hein, qui sont là pour nous accompagner et surtout diriger les EPIC, d'avoir leur consentement par rapport à l'organisation qu'on va faire et ce qui va être prioritaire. Et aussi nous accompagner hein, dans le fait d'aller voir nos sponsors, donc nos différents directeurs, pour aller travailler sur la validation des EPIC et leur lancement. Donc, je vous ai mis entre parenthèses les équivalents, on va dire, en termes safe, hein, ceux qui parlent le langage safe. Donc, on est sur le portfolio sync pour le COPIL et la revue stratégique trimestrielle pour le comité sponsor. Ouais, tu as raison, je l'ai oublié parce que nous... compréhension. Donc la deuxième étape, hein, on en a un peu parlé, hein, c'est donc la création de cette équipe cœur, sensibilisation. Donc là, on revient sur ce qui est important au niveau de l'agile, ce que je disais un peu en préambule, hein, c'est de former les gens, que tout le monde sache c'est quoi la LPM et c'est quoi l'agilité, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on est allé chercher à la fois les pilotes et à la fois nos sponsors, histoire qu'ils comprennent bien où on veut comment on les embarque et où on veut aller ensemble. Mais surtout aussi, hein, pour montrer l'utilité, c'est les REX côté, qui sont importants, surtout pour les sponsors. Donc on va rentrer maintenant beaucoup plus dans le concret. La première étape, hein, on voit qu'on part de quelque chose d'un peu flou. Donc comment régler cette partie-là? Comment surtout aussi se trouver une orientation? Donc les thèmes stratégiques sont là pour nous faciliter le travail. Donc ça, c'est très très important de mettre en place ces thèmes stratégiques. On va le voir après, hein, surtout pour la notion de priorisation. Mais surtout aussi, ça donne une identité sur ce qu'on veut faire. Et il y a un point qui est intéressant hein, là-dessus, hein, c'est les thèmes stratégiques sont construits à la fois avec nos pilotes, avec les sponsors. Donc selon la maturité des sujets ou le sujet en lui-même, ça peut être quelque chose qui peut être plus ou moins rapide. Moi, j'ai un exemple justement sur un programme qui était le programme de refonte. On a mis entre 4 et 5 mois pour chercher les thèmes stratégiques. Pourquoi hein, on était loin d'un nouveau business. Donc, c'était plutôt d'essayer de faire accepter ce projet-là, qui touchait une trentaine d'applications chez nous. Et justement, hein, au moment de faire parler les sponsors, on n'allait pas forcément chercher les thèmes stratégiques, hein, c'était pas l'idée. C'était leur adhérence complète au sujet.
Et justement, les thèmes stratégiques ont mis très très longtemps à sortir parce que c'était quelque chose qui était beaucoup plus SI que métier sur ce programme. Tandis que là, sur l'H2 CO2, en 2 mois, on a réussi à sortir les thèmes stratégiques. Il y a eu un alignement assez fort sur cette partie-là entre les pilotes, les sponsors et l'équipe cœur. Donc, on n'est pas du tout dans le même style de programme. Et donc là, tout le monde a été focus sur les mêmes sujets et voyait le programme de la même manière. Donc, très important. Et là aussi, on a surtout vu l'importance d'avoir pensé, un peu comme l'a dit Odile Molo tout à l'heure, hein, c'est d'avoir pensé à un LPM et métier et IT. Donc, du coup, dès le départ, on a travaillé vraiment avec ces deux jambes-là, hein, jambe gauche, jambe droite, entre guillemets. Donc, du coup, ça a, je pense, beaucoup aidé à avoir rapidement, enfin plus rapidement, les thèmes stratégiques aussi. Comme vous précisez que votre thème il était métier IT, est-ce que vous n'avez pas justement été confronté à des stratégies opposées entre l'IT et le métier? Il y a eu des tentatives. De la part de Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un peu au début, souvent l'agilité, hein, on l'a vu un peu dans le contexte au début, est quand même plutôt venu de l'IT en termes de bonnes pratiques. Donc c'est quand même plutôt à la base un LPM qui se voulait, si je puis dire, un peu IT au démarrage. Mais voilà, le coach a fait aussi en sorte d'orienter ça vers le mettre au bon niveau, hein, donc vraiment sur un niveau portefeuille, on parle de l'hydrogène, hein, voilà, donc de H2. Ça va impacter l'IT aussi bien que le métier. Donc c'est vraiment là-dessus, hein, que je pense que voilà, j'ai pu apporter un peu plus aussi en termes de méthode et de conseils et de recommandations pour vraiment rester sur des thèmes en effet qui soient co-signés, on va dire, et métier et IT. Donc d'où les sponsors métiers aussi et aussi IT. Donc, ça a beaucoup aidé à avoir cette vue, on va dire, et des hiérarchiques et des opérationnels, on va dire, et à sortir du coup ces thèmes stratégiques plus rapidement. Ouais, puis pour appuyer sur ce parti-là, d'avoir des sponsors dans chaque organisation, c'est quelque chose de vital, surtout pour ce type de projet. Effectivement, de voir l'IT qui arrive pour se préparer justement à cette transformation, a un peu bousculé les métiers. Ils n'étaient pas forcément prêts. C'est pour ça que le sujet est tourné très très métier pour le moment. Et qu'il y a eu quelques points, un peu de douleur, mais grâce au sponsoring donc du DSI et des gens du COMEX, ça a facilité grandement les choses. C'est sûr que si ça reste à un niveau que les sponsors sont en dessous de ce niveau-là, ça peut être compliqué de survivre à certaines positions. Les thèmes stratégiques, pour revenir, c'est donc le point important, c'est les OKR. Donc, les définir de cette manière-là, d'avoir des résultats qu'on puisse mesurer. Donc, quelque chose de pas simple. Quand je parle d'H2 CO2, ça va être, par exemple, on va retrouver un sujet purement sur l'H2. On peut avoir le même en équivalence sur le CO2, mais le marché est un peu moins mature à l'heure actuelle. Donc, on va avoir, j'en parlerai un peu du rythme derrière. Donc, on va avoir des OKR qui vont être, par exemple, l'hydrogène sera une part de X% dans le futur réseau de transport d'ici 2035, ou va représenter une partie, un pourcentage au niveau des gaz verts d'ici 2030. Un point important, c'est que la Commission est en train de regarder justement en Europe, on est très attelé gaz vert. C'est-à-dire que l'hydrogène est produit à partir de l'électricité verte, donc plutôt éolienne, et puis on est plutôt de ce côté-là. Par contre, les États-Unis et la Chine ont une vision un peu différente qui est du bas carbone. Donc c'est de l'hydrogène, on parle de l'hydrogène vert et de l'hydrogène gris pour cette partie-là. Et un autre exemple, donc on est à la fois métier ici, donc on a défini 4 thèmes stratégiques, 3 qui sont côté métier et 1 qui était côté SI. Donc on voit que le sujet H2CO2, c'est quelque chose qui va se construire, c'est des mini-hubs qui vont se faire un peu en France, donc à différents endroits au niveau français, donc pas forcément reliés et pas forcément dans la même temporalité. On en a qui vont arriver en 2028, d'autres 2030, d'autres un peu plus loin. Et donc un point important pour la partie SI, c'est d'avoir un SI modulaire. Donc ça, dans la tête de nos directeurs, ça veut dire une chose, dans la tête du directeur SI, ça veut dire autre chose. Mais l'idée derrière, c'est bien d'avoir quelque chose qui permet d'être évolutif et surtout qu'on va construire dans le temps avec les spécificités des différents hubs. Et surtout qui sera déployable pour l'H2 et pour le CO2.
Et donc, je vois qu'Hervé me regarde, donc j'ai oublié quelque chose, hein, je pense. C'est surtout les points importants. C'est que ça nous permet de poser une vision et on va voir, hein, les thèmes stratégiques. On a réussi à faire parler nos sponsors, donc à les interviewer, à valider avec eux cette partie-là. Et donc, on va pouvoir les utiliser à bon escient dans la priorisation de nos épiques. Il y a une question au fond là-bas. Est-ce que du coup, dans vos thèmes stratégiques, vous avez abordé, comment vous avez abordé la notion du green dans vos thèmes stratégiques, alors qu'on est dans la transition énergétique? Alors, c'était assez simple, hein, c'est au niveau français, donc il y a pas mal de tables rondes autour de ça, hein, et donc la France, elle, veut faire que du green. Tout ce qui est bas carbone ne sera pas là. Donc nous, c'était quelque chose qui est important là-dessus, et donc de dire qu'on fera de l'hydrogène vert, on ne partira pas sur autre chose au niveau de GRT. Concrètement, ça va être, alors c'est quelque chose qui n'est pas chez nous, hein, ça va être les garanties d'origine. Donc c'est des choses qui vont arriver autour de l'hydrogène, et c'est par ces systèmes de garantie d'origine qu'on va pouvoir marquer que l'hydrogène est vert chez nous. Mais après, GRT Gaz ne produit pas d'hydrogène, le transporte seulement, hein, donc c'est bien l'idée, hein, derrière. Donc ça va être par ce jeu des garanties et des différentes directives européennes qu'on va être dedans. Donc nous, on n'a pas d'OKR sur cette partie-là, parce que c'est pas nous qui produisons. Si admettons, l'Europe, poussée par les Allemands, travaille là-dessus et dit on fera du bas carbone, on sera bien obligé de s'aligner sur cette partie-là. Donc on devra transporter du bas carbone à un moment donné. Et on reverra nos thèmes stratégiques aussi à ce moment-là. Oui. Ils sont bien sûr agiles, hein, aussi. Hein. Effectivement, c'était un point que je voulais rappeler, hein. On voit que le marché il est en train de bouger, hein. Même la place de l'hydrogène au sein de l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas encore acté et qui est fort par rapport à tout ce qui est électricité. Donc ça va forcément bouger sur 2023 et 2024. Et donc, l'idée, hein, c'est que les thèmes stratégiques, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, je vous encourage vivement à les revoir tous les ans avec nos sponsors, à se réaligner là-dessus pour justement aligner vos réalisations aussi derrière. Il faut faire le lien, hein, typiquement le comité sponsor qu'on a affiché tout à l'heure, trimestriel, permet justement de revoir régulièrement où on en est sur les thèmes stratégiques et si justement, est-ce qu'ils sont toujours, on va dire, bien vivants ou obsolètes, hein, ou les KR en question. Donc c'est aussi un point de revue des thèmes stratégiques. Quatrième grande étape, hein, donc là on va rentrer dans ce qu'a expliqué Odile tout à l'heure, donc les flux de valeur. C'est quelque chose, les étapes 4 à 5 et 6, hein, c'est quelque chose on rentre vraiment dans la JT pure, hein, où on sera sur des cycles, hein, elles se combinent toutes les trois. Donc l'idée, hein, de cette partie-là, hein, c'est d'identifier nos flux de valeur sur lesquels on va travailler. Donc là, on a des sujets assez vastes, hein, donc les flux de valeur sont quelque chose d'assez important pour à la fois faire la communication avec nos sponsors, pour à la fois cadrer sur nos travaux au sein de l'entreprise et surtout éviter de partir partout et de ne plus avoir de relation avec ce qui fait notre métier. Et on a différentes étapes. Je pense qu'on va le décrire. On peut les montrer directement. C'est une étape qui est toujours un peu en cours. Hein, donc voilà, on a avancé, mais il y a encore des travaux aujourd'hui. La première étape va être de mettre en place donc, le flux de valeur. Hein. Donc là, on est sur notre client expéditeur qui cherche à acheminer du gaz au sein via GRT Gaz. Hein. Donc les points importants derrière ces flux de valeur, hein, déjà la mise en place des différentes macro-fonctions qui vont être portées et surtout hein, les personas pour qui je le travaille. Et ce flux de valeur, il sert à quoi? Donc, pour faire simple, hein, on a un expéditeur, on va signer les contrats avec lui pour qu'il puisse acheminer du gaz via le réseau de transport.
Il va acheter des quantités, hein, c'est comme une autoroute, hein, les points de péage. Hein, donc, on va avoir des capacités sur le réseau et donc l'expéditeur va acheter ses capacités. Ensuite, il va programmer sa journée, donc dire je vais faire passer tant de gaz à tel endroit, sur tel point au sein du réseau. Et derrière, une activité propre GRT Gaz, donc ça va être la conduite et la surveillance du réseau. Point important, hein, c'est là où il y a une petite complexité au niveau de la retranscription sur les chaînes de valeur. Hein, c'est que cette activité-là se fait, c'est pas cyclique, hein, elle se fait bien sur les différentes étapes. Et on a les livraisons et facturation après à notre client, donc à notre expéditeur. Donc livraison au consommateur et facturation. Et là, typiquement, hein, sur ce flux de valeur opérationnel, hein, donc on voit ici là, en effet l'impact, l'importance d'avoir les métiers, parce que c'est eux qui sont les plus sachants, hein, typiquement sur c'est quoi un peu le parcours, hein, du client final. Tout à fait. Et je vais revenir à la constitution de l'équipe cœur, assez importante. Ce flux de valeur-là, on l'a sorti en un mois et demi. Tu m'arrêteras, mais je crois que c'est ça. Et sur d'autres chaînes de valeur, ils ont essayé de faire des flux de valeur au niveau de la maintenance. Ça leur a pris plus de 6 mois parce qu'ils sont perdus dans le détail. Ils n'ont pas été chercher les bonnes personnes aussi côté métier. Donc, il faut faire attention là-dessus, de ne pas partir trop loin non plus et que ça soit quelque chose de trop complexe après à gérer. Deuxième étape, hein, c'est d'identifier les solutions qui vont supporter le flux opérationnel. Donc, on va avoir, c'est là où on va commencer à regarder côté ici ce qui va se passer, ou si on construit quelque chose de nouveau, hein, les différents systèmes qui vont être derrière. Donc là, nous, on voit, pour le moment, c'est là où le travail est plutôt en work in progress, hein, sur cette partie-là. On voit, on a identifié les différents types de domaines qu'on aura. Et donc, maintenant, il va falloir après coller les différentes solutions qu'on va développer derrière. Hop. Ensuite, autre point important, hein, c'est aller chercher justement les personnes qui vont nous aider à développer ces solutions-là. On voit, hein, sur nous, au niveau de l'H2, on va être surtout à un niveau haut, et il va falloir qu'on décline cette activité-là sur les différentes activités au sein de GRT Gaz, et donc surtout aller chercher déjà une partie des équipes qui sont en place, hein, si on décide de réutiliser un système existant ou pas. Ça va être un peu le jeu là-dessus. Et donc, aller voir aussi un autre point important qui est déjà fait une transformation agile dans laquelle on va pouvoir s'inscrire. Je crois que c'est un peu après. L'enjeu, ce sera surtout d'aller vraiment chercher ce qu'on voit en bas à droite, hein, c'est de sortir un peu des organigrammes, de casser des silos. Donc, c'est une étape qui est hyper importante. On espère ne pas se louper là-dessus. Et même d'aller chercher les fameux utilisateurs, on va dire, internes, les gaziers qui sont cités au-dessus, hein, donc les dispatchers, paramétreurs, qui fassent également partie de nos équipes demain. Point essentiel, hein. Moi, je le fais surtout par rapport au programme qu'on a mis en place, les PO, hein, donc les product owners qui vont être là avec les équipes de développement, doivent être côté métier. C'est très, très important, ça aide beaucoup, un, sur la définition de la solution, et deux, sur tout ce qui va être le change. Ça va faciliter grandement l'adoption de la solution côté métier. Et donc, le dernier point, ça va être d'organiser tout ce travail-là derrière les différents trains et les méthodos qu'on connaît tous, hein, avec le Scrum sur cette partie-là. Généralement, on sera plutôt de cette manière. Et donc, définir les différents RTE au sein de l'organisation, les différents product managers, entre autres. Et donc, il y a un gros volet à travailler encore qui nous attend. Donc, la 5e étape, hein, qui est liée aussi à l'étape 4, on le voit, hein, elle va nous permettre aussi d'aller un peu plus loin dans les flux de valeur. Ça va être la constitution du backlog d'EPIC et aussi la mise en place du flow pour pouvoir faire mûrir ces EPIC et les valider avec nos différentes directions. Le point intéressant, hein, derrière, hein, ça va être surtout de prioriser avec le superbe terme WHJF. Donc, c'est l'utilisation des différents thèmes stratégiques avec une cotation derrière à un poids qu'on va donner à ces thèmes stratégiques qui vont nous permettre de prioriser nos épiques et d'aller voir nos sponsors en disant par rapport aux thèmes stratégiques, voilà les épiques qu'on a retenus.
Et bien sûr, on a un sujet, on le verra après, sur tout ce qui va être outillage de cette partie d'Epic. Je vais enchaîner juste, après on reviendra sur... Et le dernier élément, c'est après l'implémentation. Donc, l'implémentation des Epic, c'est quelque chose qui doit être assez restreint dans le temps. On parle entre 3 et 6 mois. Je pense que nous, vu certains sujets, on montera sur quasiment 1 an, voire 18 mois. Si je prends un exemple et qu'on décide de refaire un SCADA, c'est pas quelque chose qui est simple et qui est à la portée de tout le monde. Donc le temps d'aller chercher les personnes, les sachants, des nouveaux experts, des nouvelles solutions, ça peut déjà être beaucoup plus long pour la phase de réalisation, mais d'autres sujets peuvent être très très rapides de ce côté-là. Et donc l'idée derrière, c'est de travailler beaucoup les MVP. Donc un point important, c'est quand on construit l'Epic, on a l'Epic Canva, mais pour la faire mûrir, il va y avoir pas mal d'éléments à emmener, dont une partie qui va être la définition du MVP au niveau de l'Epic. Donc ça va être aussi assez important pour structurer les travaux et éviter justement de laisser trop de liberté entre guillemets pour le PM et pour le PO derrière, et surtout bien suivre ces éléments-là. On ne le faisait pas forcément à ce niveau-là sur un ancien projet. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a laissé trop de liberté au PO. Et donc, beaucoup trop de choses ont été faites qui n'ont pas servi au niveau métier. Donc, quand la solution est arrivée directement dans les mains de tous les métiers, malgré les démos qui sont derrière, il y a eu beaucoup de choses à retoucher de ce côté-là. C'était notre premier produit. On a vraiment fait le choix de partir sur du Lean Startup, cette approche en effet MVP, et on l'évalue, on persévère ou on pivote. Et ça sera fortement lié à la partie accélération que j'ai appelée plutôt Lean Budgeting. Donc on va aussi bien sûr essayer d'agiliser le budget. Et clairement, un prérequis, c'est de travailler déjà avec non plus des projets, un peu comme on le faisait avant, avec mais plutôt des épiques et une approche en effet MVP d'abord. Donc, je crois qu'il faut que j'accélère un peu. Les thèmes stratégiques, donc l'idée, c'est avec nos différentes épiques qu'on va mettre en place, on va les passer à la moulinette des thèmes stratégiques. Chaque thème stratégique aura un poids. Et donc, on va calculer une priorisation. Donc, les points importants à retenir, c'est que on code par comparaison, ça va être surtout ça. On va définir celle qui est la plus haute, celle qui est la plus basse, et après on va s'aligner en fait sur cette cotation-là, surtout pour les points qui sont hors thème stratégique, ce qui va être les efforts surtout et les criticités, ça va être les points importants qu'on va régler de cette manière-là. Et donc ça va nous permettre justement d'aller voir nos sponsors et de travailler avec eux sur cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, un point important qu'on n'a pas rappelé sur les pics, c'est que les pics va aussi porter l'orientation de la solution. Qu'est-ce que je vais faire derrière pour mon EPIC, et aussi avoir des cotations derrière pour justement aller chercher des CAPEX pour faire la réalisation. Hop. Le dernier. Et donc, ce que je vous présente, ça va être notre flow qu'on a mis en place pour faire mûrir nos différentes épiques. On voit, il y a la première partie, c'est celle qu'on a travaillée avec l'équipe Cœur, qui est de définir les grandes initiatives qu'on va avoir au sein du programme H2. Là, on est dans la deuxième partie, qui va être aller chercher les epic owners au sein de l'organisation. Donc ça risque de nous prendre quand même pas mal de temps, et ça va chambouler peut-être la partie priorisation sur certains sujets qu'on va certainement pouvoir faire avancer plus vite parce qu'on aura les sachants plus rapidement. Et surtout, l'objectif, c'est de mettre en place des premières estimations sur l'effort et sur la valeur. C'est ce qu'on vient de voir avec les thèmes stratégiques, c'est ce qui va nous aider. Ensuite, on va partir justement un peu plus dans le mûrissement de l'EPIC. Ça va être l'étape d'analyse et l'étape de préparation après. Donc, c'est là où on va identifier les différentes solutions possibles chez nous, ce qu'on peut faire, quelle rupture on peut emmener aussi par rapport à l'organisation.
Et c'est là où il y a le gros du travail, d'aller chercher les experts métiers pour aller travailler sur le MVP, aller travailler sur la partie business case. Donc là, c'est une grosse étape au niveau de l'EPIC. Et ensuite, l'étape de préparation. Donc c'est là où on ira voir nos sponsors avec nos EPIC et valider la partie budgétaire. Et donc après lancer la suite de notre côté. Donc nous, pour l'instant, on a fait la première étape, on est sur la deuxième, et on espère lancer l'étape d'analyse courant septembre. Donc on est sur un LPM qui a 5-6 mois, donc on a pu avancer quand même pas mal. Mais la partie vraiment réalisation, avec des équipes opérationnelles, on va plutôt être sur fin 2023, début 2024. Donc on va plutôt avancer dans le flow à droite en 2024. On parlait de l'épiconneur en rôle clé pour être sachant. Est-ce qu'il y a d'autres profils comme ça? Vous préférez avoir des ressources internes plutôt que des ressources externes? Est-ce que vous avez déjà identifié des rôles clés à garder en interne? Alors, on a Epiconneur, bien sûr, qui vient du métier. PO, je l'ai dit aussi, qui vient du métier, c'est hyper important. Ensuite, selon la taille du programme, on peut en faire rentrer dans Safe. Là, c'est les PM, les Product Managers. Donc là, ça va dépendre. Nous, sur un des gros programmes qui était la refonte de l'offre, on était sur des PM qui étaient externes à GRTGaz. Mais c'est pareil, c'est des personnes qui étaient là depuis plusieurs années, qui connaissaient très, très bien le métier. Pour dire, une des personnes, ça faisait 8 ans qu'elle était présente sur ce domaine métier-là, donc elle a une connaissance très forte, et elle faisait très bien le lien entre l'épiconneur et le PO. Mais d'un point de vue purement fonctionnel, ces trois-là sont clés. Et après, sur tout ce qui va être purement de la réalisation, je pense que le poste d'architecte d'entreprise est assez central. Je prêche pour ma paroisse, c'est normal. Ce que j'allais dire, c'est que vous avez l'un des épiconneurs qui est en face de vous, parce qu'on a différencié les épiques business plutôt métier, en effet, qui sont plutôt portés par des acteurs côté métier. Il y a aussi des épiques enablers, donc l'architecture, et clairement l'archi d'entreprise que Gaël va également les porter. Et pourquoi je disais que c'était central, c'est qu'il faut avoir une vision métier sur ce sujet, de ne pas juste avoir une vision technique. Ça servira à peu de choses, surtout dans le monde dans lequel on est, où l'accessibilité aux technologies se fait assez facilement. Le point important, c'est surtout sur la partie métier, sur l'organisation et sur la partie solution pour l'architecte. Donc, point important. Le reste, tout ce qui est développeur, c'est des choses qu'on a complètement externalisées. Sur ce programme-là, je ne sais pas encore quelle orientation on va prendre. Ça dépend un peu de l'enveloppe budgétaire qu'on aura derrière et surtout des enjeux qu'on veut mettre. Moi, je conseille d'avoir les développeurs chez soi, pas en interne, pas des personnes internes, parce que sur certaines sociétés, c'est compliqué de leur créer un parcours, une carrière, surtout à l'heure actuelle, avec comment fonctionne le marché. Mais de les avoir avec nous, c'est hyper important d'avoir une identité. Ça permet de créer une identité propre au programme. Et voilà, sinon, DevOps, pareil, c'est des choses qu'on peut aller chercher à l'externe de ce côté-là. Gaël, Hervé, j'ai une petite question en ligne, si vous voulez bien. Ouais. Envisagez-vous que certains épiconneurs pourraient être des product managers dans votre rang? La méthode ne l'interdit pas. C'est d'ailleurs même l'un des profils conseillés, entre guillemets. Donc les épiconneurs type, souvent, c'est comme c'est un rôle, donc ça peut être incarné par, pourquoi pas en effet un PM ou bien un business owner. Donc je pense qu'on ne se l'interdit pas, mais on verra. Ouais, souvent, ce qui va être la problématique après, c'est que déjà, trouver des épiconneurs, c'est quelque chose qui n'est pas simple. De leur faire rentrer dans ce mindset agile, encore une autre paire de manches. Et si on leur dit, maintenant, c'est vous qui créez les features, bon courage. Donc généralement, moi, je milite plutôt pour avoir des rôles séparés. Surtout le PM, il a une activité assez complexe. Il est le lien en fait au niveau du programme. Il ne faut pas l'oublier. Et il y avait une question, un point. Donc oui, le RTE, pour moi, c'est un interne.
Donc notre premier bilan hein, sur notre jeunesse autour du LPM sur l'âge de CO2, hein, c'est le point important, c'est la vision stratégique. Donc là, on en a parlé pas mal, hein, c'est un des succès avec les métiers, hein, d'avoir pu aller chercher des sponsors et d'avoir tous la même vision. Les thèmes stratégiques sont assez figés pour le moment, donc ils évolueront surtout sur le CO2. On est sur le travail de notre roadmap priorisé. Donc là, les sponsors, on les voit bientôt, justement pour leur présenter le plan de charge et d'aller chercher des épiconneurs derrière. Je ne me fais pas de soucis sur cette partie-là, donc c'est plutôt quelque chose qui ne va pas nous poser tant de problèmes que ça. Point aussi, donc on a réussi à définir tous les acteurs clés pour démarrer ce programme et démarrer cette vision-là. Et les deux points un peu complexes, hein, je pense qu'on doit tous les avoir, c'est la partie budgétaire. Hein. On voit que quand on va rentrer en mode de réalisation, donc il faut aller pas mal discuter avec l'ADF hein, pour aller chercher un modèle un peu différent, surtout c'est plutôt un modèle capacitaire hein, qu'il nous faut sur l'agile. Et ça peut être compliqué. Ou rajouter pas mal d'activités au sein de l'équipe pour transformer la vision qu'on a en quelque chose de plus lissé pour nos directions financières. Et le deuxième point, hein, le mindset, il faut garder les termes. Je pense qu'il ne faut pas s'amuser à redéfinir les termes. On peut le voir, hein, surtout si vous utilisez Jira, par exemple, aussi, hein, qui n'a pas la même vision d'une Epic que ce que définit Safe. Ou même nous, dans l'organisation qu'on a, Boost IT, ils ont redéfini ces termes-là. Et donc, ça peut perdre aussi pas mal nos métiers. Je pense qu'on a cramé le temps. Merci à tous les deux. Merci.